Entre 1096 et 1271, les croisades furent une période incroyablement dynamique de l'histoire humaine, qui a mis deux grandes cultures en conflit. De nouvelles alliances et routes commerciales ont émergé, modifiant durablement les sociétés et politiques de deux continents. Mais à quoi ressemblait vraiment la vie sur place? En réalité, l'expérience des croisés variait beaucoup. Les nobles chevaliers affrontaient des défis très différents de ceux des simples paysans. En même temps, peu importe qui vous étiez, une journée pouvait rapidement osciller entre l'ennui et la terreur, l'exaltation et la tragédie. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemblait la vie d'un croisé au Moyen Âge. Les gens du Moyen Âge adoraient les récits de héros riches et de chevaliers courageux, qu'ils entendaient raconter dans les chansons de gestes ou chants d'exploits. Ces chansons, chantées par des artistes professionnels devant des foules, étaient appréciées autant par le peuple que par les nobles et chevaliers. La plus célèbre, hier comme aujourd'hui, était la chanson de Roland. À l'origine, elle relatait les exploits de Roland contre les Basques, mais a été réécrite avant les croisades en remplaçant ces derniers par des adversaires musulmans. La chanson était extrêmement populaire et servait de propagande pour encourager le recrutement. Pensez-y comme à l'équivalent médiéval du film Top Gun dans les années 80. À l'époque médiévale, partir en croisade était appelé « prendre la croix ». Cela semble symbolique, mais cela faisait en réalité référence à une véritable croix que les croisés devaient coudre sur leurs tuniques et d'autres vêtements. Au bout d'un certain temps, cela devint attendu de tous ceux qui prenaient la route de Jérusalem, même du personnel de soutien et des non-combattants. À la troisième croisade, ce qui avait commencé comme une pratique informelle, représentant l'engagement personnel envers la mission, était devenu une exigence formelle. Différents pays utilisaient des croix de couleurs différentes, et la couleur servait presque de forme d'identification, un peu comme les maillots de sport modernes ou les maisons de Poudlard. Les Flamands utilisaient des croix vertes, les Français utilisaient des croix rouges et les Anglais utilisaient des croix argentées. Organiser une croisade était un défi logistique majeur. Cela consistait à réunir des dizaines de milliers d'hommes, leurs montures et leurs équipements, puis à les déplacer de l'Europe au Moyen-Orient. Il n'existait pas d'itinéraire unique et le voyage était périlleux. Les chefs de la croisade savaient que la ferveur religieuse poussant une personne à entreprendre une telle mission ne durerait qu'un temps. Il n'est pas surprenant que certaines armées aient tout simplement abandonné à mi-chemin et soient rentrées chez elles. Après la prise du port d'Antioche au Moyen-Orient, les croisés pouvaient parcourir les 1500 miles restants par la mer. Cependant, cela posait quelques problèmes. Il fallait louer ou construire de grandes flottes, ce qui nécessitait un budget important, ce qui signifiait que l'armée devait transporter une grande quantité d'argent avec elle. Le voyage jusqu'à Gênes était lui-même extrêmement dangereux. Lors de la troisième croisade, de nombreux pèlerins sont tombés dans le Rhône en tentant de traverser un pont étroit. Plus d'une centaine ont été emportés par le courant. Les autres itinéraires étaient aussi dangereux. Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique et chef des croisés allemands, s'est noyé dans la rivière Salve. Personne ne sait précisément comment Frédéric est mort, mais une histoire dit qu'il entra dans le courant en armure malgré les avertissements de son conseil et fut emporté aussitôt. Ses partisans, très démoralisés par sa perte, ont été nombreux à rentrer chez eux, ce qui n'était pas une mauvaise décision. Les pratiques d'hygiène des Européens médiévaux étaient adaptées à leur environnement, surtout des forêts humides et sombres. La Terre Sainte, avec ses déserts arides, offrait un climat aussi différent que possible. Les musulmans, en revanche, avaient des pratiques sanitaires bien mieux adaptées à la chaleur. En fait, les principes de leur foi leur imposaient de suivre certaines pratiques et rituels d'hygiène. Les croisés chrétiens ont rapidement adopté bon nombre de ces pratiques, qui comprenaient notamment l'utilisation d'huile parfumée pour masquer la sueur et les odeurs corporelles, ainsi que le lavage avec du savon dur qui, selon toute vraisemblance, était auparavant inconnu des Européens. Les armées des croisades ont été initialement levées pour défier les musulmans et leur emprise sur la Terre Sainte, mais la liberté qui leur a été accordée les a encouragés à persécuter un autre groupe, les Juifs.
Bien qu'il n'y ait eu aucun appel officiel à l'action contre les Juifs de la part du pape, l'antisémitisme était un effet secondaire courant des sermons des croisés. L'historien de l'époque médiévale, Albert d'Aix, a écrit qu'il s'est élevé un esprit de cruauté contre le peuple juif dispersé partout. Il a ensuite décrit le massacre de Juifs commis avec désinvolture dans le royaume de Lorraine, aujourd'hui en France. D'autres actes de violence étaient plus organisés. Le comte Émichaud de Leiningen, de l'actuelle Allemagne, mena une armée de croisés le long du Rhin et du Danube, massacrant les Juifs dans chaque ville traversée. Comparée aux croisades ultérieures, la première croisade était plus spontanée et itinérante. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes ont emmené leurs femmes et leurs enfants avec eux. Des récits confirment la présence de femmes sur les bases militaires à divers titres. Certaines servaient les hommes, d'autres ont combattu et ont parfois même occupé des rôles militaires de premier plan. Pendant la deuxième croisade, les historiens pensent qu'Aliénor d'Aquitaine, l'épouse du roi de France Louis VII, était une dirigeante politique et diplomatique qui a convaincu son mari de participer au siège d'Antioche. Pendant de nombreuses années, une histoire populaire racontait qu'Aliénor elle-même avait mené une troupe de 300 femmes nobles au combat, mais les historiens pensent aujourd'hui qu'il ne s'agit que d'une légende. Les récits sur le rôle des femmes pendant la troisième croisade sont contradictoires. L'Itinerarium Peregrinorum, un récit en prose latine de la troisième croisade, rédigé vers 1220, affirme que les seules femmes présentes étaient des servantes. Cependant, plusieurs autres sources, chrétiennes comme musulmanes, mentionnent des femmes exécutant des prisonniers, préparant des machines de siège pour le combat et prenant les armes. Un récit mentionne une femme anonyme ayant mené 500 chevaliers et écuyers lors de missions contre des camps musulmans. En 1212, un jeune garçon français nommé Stéphane de Cloyes affirma avoir reçu une lettre de Jésus lui ordonnant de mener une croisade. Une grande partie de l'histoire a été mythifiée et obscurcie par le passage du temps, mais on pense que Stéphane a apporté la lettre au roi Philippe II, cherchant du soutien. Philippe n'était malheureusement pas intéressé. Néanmoins, Stéphane commença à prêcher et une ferveur commença à naître. Au même moment, un garçon allemand appelé Nicolas de Cologne rassemblait une armée similaire en France. L'armée de Nicolas finit par fusionner avec celle de Stéphane. La force ainsi constituée aurait compté entre 20 et 40 000 enfants, adolescents et adultes. Leur mouvement est aujourd'hui appelé la croisade des enfants. Leur plan était de prendre Jérusalem en traversant l'Europe et les Alpes vers le Moyen-Orient, mais pour des raisons obscures, ils n'y sont jamais arrivés. Certains récits disent que le pape Innocent III les a fait rebrousser chemin à Rome, d'autres qu'ils furent capturés et vendus comme esclaves. Bien que la quatrième croisade ait été initialement lancée par le pape Innocent III dans le but de reprendre Jérusalem, les choses ont rapidement dérapé. Les marchands vénitiens ont refusé de transporter les croisés à Jérusalem sans qu'ils reprennent d'abord la ville chrétienne de Zara au nom de l'Italie. Les croisés ont obéi en novembre 1202 et lorsque le pape l'a appris, il n'était pas du tout content. Le pontife furieux a excommunié les Vénitiens et les croisés. Cette dernière excommunication a été rapidement levée, mais pour des raisons obscures, la mission a changé. Au lieu de prendre Jérusalem, les croisés allaient piller Constantinople. L'empereur byzantin finit par fuir la ville qui fut pillée puis abandonnée par les envahisseurs, ne laissant derrière eux qu'une coquille vide de ce qu'elle avait été. Le but des croisades était de prendre le contrôle de la Terre Sainte, mais les motivations des soldats qui y ont combattu étaient diverses. Certains fuyaient les dettes, tandis que d'autres cherchaient leur fortune. Certains recherchaient la gloire de la guerre, et d'autres étaient véritablement pieux. Pour la première croisade, le pape Urbain II a promis à tout chrétien qui participerait l'absolution de tous ses péchés. Lors des croisades suivantes, la plupart combattaient pour leur roi. Lors de la troisième croisade, c'était Richard Cœur de Lion pour les Anglais, Philippe II pour les Français et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Barberousse, pour les Allemands. Sans l'influence de ces hommes, la plupart des croisés n'auraient sans doute pas eu la motivation d'aller à Jérusalem et de se battre. Par exemple, après la mort de l'empereur Barberousse, la majorité de son armée a abandonné et est rentrée. Certains ont même quitté la foi chrétienne pour l'islam.
Les Chevaliers du Temple étaient à l'origine une organisation protégeant les chrétiens à Jérusalem sous domination musulmane. Plus tard, le pape a soutenu les chevaliers et leur a accordé des privilèges, dont une immunité fiscale. Cela a poussé beaucoup de gens à vouloir devenir templiers, augmentant leur nombre. Au fil du temps, les chevaliers ont diversifié leurs services. Lors des croisades suivantes, ils protégeaient les voyageurs sur toute la route vers la Terre Sainte, pas seulement à Jérusalem. Plus tard, ils sont devenus une armée puissante et disciplinée. Les rois qui parrainaient les croisades fournissaient le strict minimum à leurs armées. Les lignes d'approvisionnement s'étendaient dans le monde connu, rendant les rations maigres. De nombreux croisés devaient mendier, troquer ou chercher de la nourriture sous peine de mourir de faim. Mais le troc avec les habitants était risqué. Une histoire raconte qu'un croisé traversait la province de Lombardie, en Italie. Il s'est disputé avec une femme du coin au sujet du prix d'un pain, alors les habitants de la ville l'ont piétiné. Pour les chevaliers, il y avait toujours la possibilité de manger leur cheval, mais cela aurait été un dernier recours. Être un chevalier sans cheval était très mal vu et humiliant. Sans parler du fait qu'ils seraient considérablement plus vulnérables au combat en raison du poids de leur armure. Manger des chevaux n'était peut-être pas vraiment le dernier recours. Des lettres provenant du siège d'Antioche suggèrent que certains croisés auraient été réduits au cannibalisme. Les croisades restent l'un des conflits les plus atroces et sanglants de l'histoire de l'humanité. Les deux camps ont commis des atrocités durant le conflit, chacun traitant otages et prisonniers à sa façon. Pour un croisé, savoir qui vous capturez pouvait faire toute la différence. Le légendaire commandant musulman Saladin, par exemple, était réputé pour sa clémence. On raconte qu'il a permis à des médecins chrétiens de soigner ses prisonniers, et après avoir repris Jérusalem en 1187, il a libéré plus d'1 millier de ses captifs. Cependant, même Salah ad-Din avait ses limites. Le brillant commandant détestait particulièrement les ordres militaires comme les Templiers et faisait exécuter immédiatement leurs membres capturés. Les cottes de mailles et les armures étincelantes étaient parmi les éléments les plus reconnaissables de la guerre médiévale. Elles sont devenues, en quelque sorte, légendaires pour leur apparence saisissante sur le champ de bataille. Mais étaient-elles vraiment impressionnantes ? Aujourd'hui, nous allons voir comment l'armure médiévale pouvait parfois être plus dangereuse que l'absence de protection. Dès l'âge du bronze, les soldats grecs de l'Antiquité portaient des armures à plaques principalement conçues pour protéger la poitrine et les membres inférieurs, comme la panoplie de Dendra qui protégeait tout le torse et le cou du porteur sous des plaques de bronze. Les bras étaient quasiment livrés à eux-mêmes dans cette situation. À l'époque de l'Antiquité classique, des armures plus légères et moins contraignantes, comme la cuirasse anatomique, allaient devenir courantes. Les conceptions ont continué d'évoluer et dès le 1er siècle avant notre ère, les soldats de l'armée romaine portaient des armures à plaques sous la forme de la lorica segmentata. Avec le temps, le nombre de plaques dans les zones du corps protégées a lentement augmenté. Et vers 1420 de notre ère, les Européens avaient créé les premières armures complètes pour tout le corps. Au XVe et XVIe siècle, chaque armée européenne s'organisait autour de soldats en armure à plaques. Les armures les plus complètes étaient surtout conçues pour les tournois de joutes, symbole de prestige. Bien que cette période ait représenté l'apogée de l'utilisation de l'armure à plaques intégrale dans la guerre, la raison pour laquelle nous associons aujourd'hui les chevaliers à l'armure tient davantage à l'armure spécialisée pour la joute, développée pour les tournois au XVIe siècle. Porter une armure de joute massive était inutile en bataille, car elle limitait trop les mouvements et la vision, mais elle convenait pour une escarmouche entre chevaliers. Après tout, personne ne veut se faire empaler en jouant à un jeu, c'est l'équivalent médiéval de se blesser en pré-saison. Bien que l'armure en plaques protégeait les soldats de nombreuses blessures, elle ne les rendait pas invincibles et enjambrait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Entre 1096 et 1291, chrétiens et musulmans se sont affrontés lors des guerres religieuses appelées croisades. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ces guerres visaient le contrôle de divers sites que les deux camps considéraient comme sacrés, la plupart des combats ayant eu lieu au Moyen-Orient. Si vous connaissez les croisades, vous savez que c'était une période très sanglante pour tous les participants. Après tout, on parle de près de 2 siècles de conflits violents ininterrompus.
Et si cela ne suffisait pas déjà, gardez à l'esprit que beaucoup de combattants s'affrontaient dans le désert tout en portant de lourdes armures métalliques. À ce stade, vous vous dites peut-être quelque chose comme « Et est-ce qu'appliquer une chaleur intense à un récipient en métal ne va pas simplement cuire ce qu'il y a à l'intérieur ?» Bonne question. Et la réponse est oui. Les soldats cuisissaient dans leur armure et beaucoup succombaient à l'épuisement dû à la chaleur. Heureusement, ils ont trouvé des solutions à ce problème. Certains retiraient entièrement leur armure quand il faisait trop chaud. C'était la solution la plus efficace, mais elle pouvait rendre vulnérable en cas de combat. Certains ont constaté que couvrir l'armure de tissu empêchait le soleil de chauffer le métal au point de cuire son porteur. Ils portaient une lourde armure métallique et une veste sous la chaleur du désert. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour autant de couches. La guerre, c'est l'enfer, mec. À son apogée, l'armure à plaques rendait un soldat presque invincible, autant qu'il pouvait l'être. Les coups d'épée ne faisaient absolument rien contre elle, ce qui obligeait les combattants à faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour réussir à porter leurs coups. Pour vaincre un adversaire en armure à plaques, il fallait savoir qu'elle ne couvrait pas tout. Des failles existaient près de l'aine, du cou et sous les aisselles. On dirait qu'on souhaite plus de protection à certains endroits. Profitant de cette faiblesse, les combattants attrapaient leurs adversaires pour les poignarder à ces endroits avec des dagues. Si tu es le gars qui porte l'armure, ça voulait souvent dire prendre un coup de dague à un endroit extrêmement inopportun, comme le cou, l'aine ou même à travers la fente oculaire de ton casque. Quelle que soit l'issue, une chose était certaine, ce serait une fin exceptionnellement douloureuse. Étant donné que les armures étaient essentiellement d'énormes morceaux d'acier attachés au corps d'une personne, tu pourrais probablement penser qu'elles étaient extrêmement contraignantes. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Tu serais surpris par la mobilité de certains chevaliers. Ils pouvaient courir et sauter étonnamment bien pour une boîte de conserve sur pattes. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Cela dit, les plaques restaient tout de même fardeau. Même si tu avais une mobilité correcte dans une armure, ça ne voulait pas dire que tu pouvais simplement courir partout sur le champ de bataille en brandissant ton épée comme un joueur de GN en costume en carton. En fait, une armure complète pouvait peser jusqu'à 45 kg ou plus. Et cela ne compte pas le reste de l'équipement qu'un soldat devait généralement porter avec lui, comme par exemple une épée. Comme tu peux l'imaginer, enfiler une masse encombrante de métal pour agiter un morceau de métal plus petit et plus pointu contre tes ennemis pouvait devenir très fatigant très rapidement. Cela signifiait que tu te retrouvais souvent face à des adversaires qui étaient potentiellement bien moins épuisés que toi. Grâce aux reconstituteurs contemporains, les historiens estiment que courir en côte de mailles du XVe siècle demandait 2 fois plus d'énergie que de courir sans. Courir un parcours d'obstacles avec un adulte sur le dos, comme Yoda, résume bien le combat en armure. Cela a eu des conséquences majeures à la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt fut un conflit entre les Anglais et les Français, rendu célèbre par la pièce Henri V de Shakespeare. Dans la pièce, Henri encourage ses troupes vers la victoire avec l'un des monologues les plus célèbres de Shakespeare, le discours de la Saint-Crépin. À partir de ce jour, jusqu'à la fin du monde! Dans la réalité, les Français ont perdu à cause de facteurs qui étaient moins poétiques et plus logistiques. L'un de ces facteurs était la météo. Il avait plu 2 semaines d'affilée, transformant le sol en champ de boue. Marcher à travers cette terre labourée, avec une 50aine de kilos d'armure, a épuisé une grande partie des forces des troupes françaises avant même qu'elles n'atteignent le combat. Même si cela n'enlève rien à l'inspiration du discours d'Henri, les Anglais avaient plus d'avantages que ce qu'Henri laissait entendre. L'arc et ses flèches comptaient parmi les armes les plus meurtrières du combat médiéval. Si l'armure offrait une protection, elle ne rendait pas pour autant son porteur immunisé aux flèches. Tout d'abord, la distance était un facteur très important. À longue distance, les flèches ne faisaient pas grand-chose. Mais à courte distance, des flèches faites pour percer l'armure la traversaient aisément. L'apparition du arc long anglais a été une évolution particulièrement dangereuse, car il avait une puissance plus grande et une portée plus longue. Mesurant plus d'1,80 m, ces arcs pouvaient tuer une cible à environ 180 mètres et diminuer aussi le temps de rechargement. Un archer expérimenté pouvait tirer une demi-douzaine de flèches dans le même temps qu'un arbalétrier mettait pour tirer un seul carreau. Quiconque comptait sur des plaques d'armure pour le protéger d'un tir chanceux pouvait facilement se retrouver criblé de flèches comme Sonny Corleone face à un archer. Il faut appeler la cavalerie, Santino. Une charge stratégique de cavalerie
pouvaient souvent décider d'un combat, même contre des adversaires en armure de plate, comme le zombie Gregor Clegane. L'une des raisons à cela, c'est que les chevaux pouvaient porter un coup incroyablement puissant à pratiquement n'importe quelle formation défensive. Mais plus précisément, les cavaliers portaient des lances, qui étaient de longues perches avec des pointes métalliques extrêmement aiguisées, spécialement conçues pour percer les armures. Et elles étaient incroyablement efficaces. La force d'un cheval au galop permettrait à une lance de transpercer Robocop, voire n'importe quel chevalier au combat. En plus de la lance, d'autres armes conçues pour exploiter les points faibles des armures comprenaient l'épée longue et effilée, les hallebardes, les haches d'armes et les armes d'ast. Les casques qui complétaient une armure étaient incroyablement efficaces pour protéger la tête. Malheureusement, cette protection se faisait au prix de l'élimination totale de votre vision périphérique. Un peu comme un masque de plongée qui vous permet de voir sous l'eau, mais seulement les requins, juste devant vous. Pendant le combat, on pouvait facilement être éliminé par un assaillant, approchant par derrière sans s'en rendre compte. Heureusement pour les porteurs de casques, cela arrivait rarement, grâce à l'organisation des formations militaires de l'époque. Mais lorsque les combattants se mêlaient vraiment les uns aux autres, à la Braveheart, ce qui était tout à fait possible dans n'importe quelle bataille, un soldat en armure pouvait se faire violemment attaquer par quelqu'un juste en dehors de son champ de vision limité. Bien qu'une lourde armure de plate vous protège de la plupart des coups de poignard et des entailles, elle pouvait en réalité faciliter la tâche de votre adversaire pour vous envoyer dans l'au-delà en augmentant vos risques de commotion cérébrale ou d'hémorragie interne après avoir reçu un coup massif. Les masses et marteaux exploitaient la capacité de l'acier à se bosseler et s'enfoncer dans le corps du porteur. Frapper la tête d'un adversaire avec une arme contondante lourde pouvait causer de graves dégâts, même avec un casque. Un coup de marteau suffisamment fort pouvait endommager une cuirasse, briser des os, causer des hémorragies internes ou même arrêter un cœur. Le secret, c'est d'avoir la force nécessaire pour que le coup soit efficace. Mais chez les soldats professionnels du Moyen-Âge, cette force n'était pas si rare. Au XVIIe siècle, les armures étaient en déclin. Bien qu'elles soient restées courantes parmi la noblesse et les cuirassiers pendant les guerres de religion en Europe, au début du XVIIIe siècle, la célèbre armure s'était pratiquement réduite à une simple cuirasse. Pourquoi? La réponse courte: les armes à feu. La diffusion massive des mousquets à silex, qui pouvaient facilement percer les armures à grande distance, a fini par rendre l'armure de plate pratiquement obsolète. La cavalerie de Napoléon a testé divers types de cuirasses, qui ont brièvement réapparu, sans succès, lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Les soldats de la Seconde Guerre mondiale portaient des gilets par éclat pour se protéger des fragments d'explosifs. Mais ils n'arrêtaient pas les balles de fusil ou de pistolet. À partir des années 1950, les soi-disant gilets pare-balles ont commencé à être fabriqués à l'aide de fibres synthétiques comme le carbure de bore, le carbure de silicium ou l'oxyde d'aluminium au lieu de plaques en acier. À partir de 1971, ces gilets ont commencé à être fabriqués presque exclusivement à partir d'un matériau développé par DuPont, appelé Kevlar. Le Kevlar reste la norme pour les gilets pare-balles jusqu'à aujourd'hui, porté par les soldats modernes, les policiers et certaines interprétations de Batman. Me voici. Lorsqu'ils étaient appelés au combat, pendant le Moyen-Âge en Europe, les soldats s'attendaient à être confrontés à la mort de très près. Faire la guerre à cette époque était bien plus complexe qu'on ne l'imagine, et la mort atroce n'était qu'une des nombreuses préoccupations des combattants lorsque les flèches volaient. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que cela faisait d'être en première ligne lors d'une bataille médiévale. D'accord, il est temps de prendre les armes et de plonger dans une histoire étrange. De nos jours, nous avons la saison de baseball, la saison de football, les saisons de séries télévisées et la saison des Webbits. Mais à l'époque médiévale, ils avaient la saison des campagnes militaires, c'est-à-dire la période où ils menaient généralement tous leurs combats. La guerre ayant lieu en plein air, les campagnes étaient organisées par temps clément. Bien que les combats n'étaient pas limités à l'été, les sièges pouvaient durer des mois et s'étendre en hiver. Les seigneurs médiévaux appelaient leurs hommes au combat après les semailles et avant la récolte. Ce moment avait sans doute ses avantages. Faire campagne au printemps, en été et au début de l'automne offrait davantage de nourriture aux hommes et aux chevaux, moins de bois de chauffage et moins de problèmes de terrain avant la bataille. C'est aussi un moment parfait pour aller à la plage après une bataille éprouvante, même si quelques inconvénients subsistent.
Par exemple, Guillaume le Conquérant a réuni ses hommes pour envahir l'Angleterre en 1066, durant l'été, mais ils ont dû attendre des vents favorables avant de partir. Le moment choisi a fait que les troupes anglaises qui attendaient l'arrivée de Guillaume ont dû rentrer chez elles pour les récoltes, ce qui a laissé les terres du roi Harold vulnérables. Le soldat médiéval n'avait pas à partir seul à la guerre. Selon le type de bataille militaire à laquelle vous participiez, vous pouviez emmener votre femme, votre mère, vos enfants et d'autres membres de votre famille avec vous. Il suffisait de tous les mettre dans votre vieille charrette et de partir. Cette pratique était courante pendant les croisades, alors que des milliers de personnes partaient d'Europe occidentale vers Jérusalem. Mais elle comportait des risques. Les dangers d'emmener la famille étaient évidents dans les efforts désastreux de Pierre l'Ermite pour atteindre la Terre Sainte. Peu après leur arrivée à Constantinople, son groupe de pèlerins s'est heurté à un groupe de Turcs. Selon les rapports, les Turcs sont entrés dans les tentes et ont frappé tous ceux qu'ils trouvaient, même les clercs, moines, vieilles femmes et enfants allaités. Et peut-être qu'il vaudrait mieux envoyer simplement des cartes postales à la famille la prochaine fois. Peut-être à cause de ces risques, de nombreuses épouses accompagnant leur mari lors des croisades suivantes étaient aristocrates, comme celle de Richard Cœur de Lion. Elle a rejoint son mari en Syrie après l'avoir épousé à Chypre en 1191, et elle n'y est restée que brièvement. Honnêtement, quand on a vu une bataille médiévale, on les a un peu toutes vues. Les armes médiévales visaient à tuer, mais toutes les blessures n'étaient pas fatales. Les coups de masse, d'épée ou de hache à la tête provoquaient souvent lésions cérébrales, déformations ou cicatrices impressionnantes. Parfois, il faut tenter sa chance. Les blessures mortelles relevaient sur les restes de soldats ayant combattu à la bataille de Towton en 1461 et lors de combats près du château de Stirling entre le XIIIe et le XVe siècle montrent les multiples façons dont un soldat médiéval pouvait trouver la mort. Les os montrent des coupures, des coups et des perforations sur tout le corps, indiquant tous une mort douloureuse. Les textes médiévaux témoignent de ce genre de brutalité. Le récit d'Enguerrand de Monstrelet sur la bataille d'Azincourt en 1451 décrit les conséquences, détaillant comment les Anglais emportèrent leurs blessés, tandis que plusieurs Français rampèrent jusqu'à un bois voisin, ou vers certains villages, du mieux qu'ils pouvaient, où beaucoup expirèrent. Les chevaux de guerre dans les films se déroulant à l'époque médiévale sont généralement représentés comme des animaux gigantesques et musclés. Mais selon les chercheurs, ces chevaux n'étaient probablement pas plus grands qu'un poney actuel. C'est moins impressionnant. Ou attends, est-ce que c'est plus impressionnant? Oui, des scientifiques de 5 universités anglaises ont étudié environ 2000 os de chevaux datant du 4e au 17e siècle de notre ère, trouvés sur des sites archéologiques à travers l'Angleterre, et les ont comparés à des os de chevaux modernes. La majorité des chevaux faisait moins d'1,47 m, soit la taille maximale d'un poney actuel. Cela dit, les chercheurs ont souligné que, bien que les chevaux aient été plus petits que prévu, les éleveurs de chevaux consacraient manifestement beaucoup de temps à s'assurer que ces chevaux de petite taille étaient tout de même très robustes. C'était comme partir au combat sur le dos d'un petit gars très musclé, genre Jean-Claude Van Damme. La formation formelle n'existait pas vraiment au Moyen-Âge. Une fois que les troupes étaient rassemblées pour une bataille, elles participaient à des exercices et à d'autres entraînements, mais en général, elles comptaient sur les compétences acquises au cours de leur vie. Par exemple, la chasse développait des compétences comme l'équitation et l'utilisation des armes. À la fin du Moyen-Âge, les chevaliers pouvaient développer et démontrer leurs compétences militaires lors des tournois. Les tournois, cependant, comportaient leurs propres dangers. Le duc Léopold V d'Autriche, par exemple, fut tué lors d'un accident de joute en 1194. Ce n'est pas la façon la plus glorieuse de mourir. C'est comme succomber à une blessure mortelle au kickball. Les soldats grecs et romains portaient des uniformes, tout comme les armées permanentes du début de l'époque moderne, alors que les soldats médiévaux utilisaient souvent leurs propres équipements. Cela signifiait que l'armure et les autres équipements de protection variaient selon la richesse, surtout à mesure que les chevaliers devenaient une classe de combattants professionnels. On peut supposer que certains des fantassins les plus démunis se présentaient au combat en sandales de football et avec un t-shirt à l'effigie d'un gros chien. Les soldats médiévaux, surtout pendant le début et le haut Moyen-Âge, devaient aussi fournir leur propre nourriture. Lorsque Charlemagne rassemblait son armée chaque année, il donnait des instructions sur ce que les hommes devaient apporter avec eux, un peu comme une liste de fournitures scolaires. Ces objets incluaient un bouclier, une lance, une épée, une dague, un arc et des carquois de flèches. Les soldats devaient aussi apporter des outils comme des haches, des rabots
des tarières, des planches, des bêches, des pelles en fer et d'autres ustensiles. Il était aussi conseillé d'apporter 3 mois de vivres et 6 mois de vêtements. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait aucun avantage. Tout joueur de Donjons et Dragons sait qu'après une victoire, il faut fouiller les ennemis tombés pour récupérer le butin. De même, à l'époque médiévale, piller après une bataille acharnée faisait partie de l'expérience. Les soldats victorieux prenaient l'armure, les armes et les biens des ennemis tués et pouvaient aussi mettre à sac un village conquis ou une ville conquise pour obtenir de provisions et du butin. Cependant, ce n'était pas toujours l'anarchie. Au début de la période médiévale, les seigneurs distribuaient le butin de guerre comme ils l'entendaient, offrant à leurs hommes des parts égales du butin. Lorsque Charlemagne vainquit les Avars à la fin du 8e siècle, il distribua leur immense trésor pillé à l'Église et à ses hommes. Tout le monde a eu l'occasion de goûter à une part du butin médiéval. La guerre de siège était une composante fondamentale des batailles au Moyen-Âge, mais cela signifiait beaucoup d'attentes. À l'intérieur ou à l'extérieur d'un château ou d'une forteresse assiégée, vous pouviez rester coincé pendant des semaines, voire des mois. Un siège nécessitait d'acheminer troupes, armes et provisions vers la cible et d'y établir un campement. Les ingénieurs y construisaient ensuite des engins, comme les trébuchets et les tours de siège. Au moment où Henri III a commencé son attaque contre le château de Kenilworth en 1266, il avait rassemblé 60 000 carreaux d'arbalète et construit 9 engins de siège. Le siège a duré 6 mois. On dirait que Hank aurait dû engager un meilleur ingénieur en engin de siège. Le but d'un siège n'était pas la destruction totale, mais plutôt l'intimidation, l'usure et la reddition, car les assaillants voulaient prendre les terres ou le château visé tout en minimisant les dégâts. Dans un château, une forteresse ou une ville assiégée, les provisions diminuaient, les maladies se propageaient et les défenses devenaient insuffisantes après plusieurs assauts. Lorsque Kenilworth s'est finalement rendu en 1266, il ne lui restait que 2 jours de vivre. Transmettre des informations sur un champ de bataille médiéval n'était pas simple. Par conséquent, les fantassins, qui comprenaient souvent peu les batailles auxquelles ils participaient, étaient régulièrement victimes de malentendus et de problèmes de communication. Par exemple, si une rumeur se répandait selon laquelle un commandant était tombé au combat, cela pouvait provoquer la panique. Prenez la bataille d'Hastings en 1066, où la fausse nouvelle de la mort de Guillaume de Normandie a poussé ses troupes à fuir. Guillaume a retiré son casque, a crié qu'il était vivant et qu'avec l'aide de Dieu, il gagnerait, ce qui a poussé ses troupes à reprendre le combat. La plupart des patrons n'ont jamais approuvé qu'ils ne sont pas morts, ou du moins pas plus d'une fois. Capturer des prisonniers pendant une bataille médiévale était complexe. Il fallait ensuite les nourrir et les loger. Qui voudrait s'en charger? Sûrement pas Henri V. Après la victoire anglaise à Azincourt en 1415, Henri ordonna l'exécution de ses prisonniers français, bien que le nombre exact de prisonniers tués reste incertain. A l'inverse, capturer des nobles ou des personnes riches ou compétentes permettait de les échanger contre de l'argent ou des terres. Les ravisseurs pensaient que les prisonniers paieraient eux-mêmes leur liberté après la défaite. Les chevaliers étaient des prises idéales pour obtenir une rançon, leurs chevaux et armures servant de butin. Durant la guerre de 100 ans, capturer des adversaires pour rançonner devint un marché, avec des règles de paiement et l'échange croissant de prisonniers. Au Moyen-Âge, les hommes d'église participaient souvent au combat. Les évêques et prêtres guerriers étaient souvent présents sur le champ de bataille, armés et pas seulement pour des motifs religieux. Par exemple, Guillaume le Conquérant avait un demi-frère nommé Odon, qui, malgré les épisodes de voyage dans le temps, n'était pas le personnage de Star Trek. Cependant, il était l'évêque de Bayeux et on sait qu'il a combattu aux côtés de Guillaume lors de la bataille d'Hastings en 1066. L'une des principales justifications de la guerre au Moyen-Âge était la volonté de Dieu, ce qui souligne l'inséparabilité de la religion et de l'État à cette époque médiévale. Par exemple, lorsque Charles Martel a combattu contre les forces musulmanes qui tentaient d'envahir l'Europe en 732, cela a été vu comme une victoire de la chrétienté sur la foi islamique. De même, quand Charlemagne a étendu son empire en Europe au 8e siècle, il a combattu pour le christianisme et son pouvoir. Pour les commandants médiévaux, la victoire montrait le soutien de Dieu et leur dévotion envers l'Église. Même chez les chrétiens, la question de la volonté de Dieu pouvait parfois prêter à confusion. Après tout,
Lorsque des chrétiens combattaient d'autres chrétiens, les deux camps affirmaient généralement que le même Dieu était à leur côté. La seule façon de voir de quel côté Dieu se rangeait vraiment était d'observer les gagnants et les perdants. On dirait bien que Dieu ne soutient que les gagnants. Si tu étais un soldat s'avançant sur un champ de bataille médiéval, tu devais te méfier des archers parce qu'il n'y a qu'une chose de mieux que de poignarder ton ennemi, le faire de très loin. Les archers utilisaient arcs courts, arbalètes et arcs longs pour lancer une pluie de flèches presque impossible à éviter. Les flèches pouvaient pénétrer les armures, les selles, la cotte de maille et la chair, ce qui les rendait particulièrement menaçantes lorsqu'elles s'abattaient sur un champ de bataille. Les arcs longs se sont révélés particulièrement importants lors de batailles comme Azincourt et Crécy pendant la guerre de Cent Ans. La longue portée, la puissance et la rapidité de rechargement de l'arc long ont donné à l'Angleterre un avantage lors des guerres des XIVe et XVe siècles, jusqu'à l'arrivée de la poudre à canon qui a tout changé. Si les discours enflammés marquent les films de guerre médiévaux comme Braveheart, on ignore en grande partie comment les commandants motivaient réellement leurs troupes sur un champ de bataille. Nous savons cependant que les chroniqueurs inventaient souvent ces discours inspirants lors de récits de grandes victoires. Peut-être que les commandants auraient dû emmener des écrivains au combat, à l'image de Billy Crystal aux Oscars. Parfois, les chefs confiaient aussi la motivation des troupes à d'autres. Par exemple, avant la bataille de Lincoln, en 1141, le roi Étienne, qui n'avait pas vraiment la voix la plus inspirante, a laissé l'un de ses nobles, Baudouin, motiver ses troupes. Baudouin a soutenu que la cause du roi était juste et que ses troupes étaient nombreuses et efficaces. Le discours a peut-être fonctionné, mais le résultat n'a pas été en faveur du roi, qui a été capturé et a passé 6 mois en tant que prisonnier. Le discours d'encouragement médiéval le plus célèbre est celui, fictif, que Shakespeare écrivit pour le roi Henri V dans sa pièce sur la bataille d'Azincourt en 1451, où le roi disait à ses troupes « Si nous devons mourir, nous sommes assez pour causer une perte à notre pays. Moins nous serons nombreux, plus notre part d'honneur sera grande. » Bien qu'il n'ait jamais prononcé ce discours, Henri a vaincu une armée française bien plus nombreuse et mieux équipée, dans ce que certains considèrent comme l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire. Cela dit, si quelqu'un devait parler à votre place, vous pourriez bien tomber sur pire que Shakespeare. On dit souvent que la vérité dépasse la fiction. Et lorsqu'il s'agit de l'histoire militaire médiévale, la vérité laisse la fiction loin derrière. Aujourd'hui, découvrons des histoires de guerre médiévale qui paraissent inventées, mais sont réelles. Siger Estenshon, comte d'Orkney, dans ce que nous appelons aujourd'hui le nord de l'Écosse, n'a pas gardé son comté très longtemps. C'est parce que, lors d'une bataille, cet aristocrate du 9e siècle a affronté un ennemi nommé Maëbrigide et lui a ôté la vie. Cela semble être une issue idéale pour Siger, mais Maëbrigide a eu le dernier mot, pour ainsi dire. Après avoir tué Maëbrigide, Siger lui a tranché la tête et l'a attaché à sa selle. Mais ensuite, alors que Siger rentrait chez lui, une dent de Maëbrigide a éraflé la jambe de Siger. La blessure s'est infectée et devinez quoi, ce fut la fin du comte Siger. C'est la seule fois connue dans l'histoire où une tête coupée a vaincu un comte. Mais il n'est pas trop tard. En 1325, les villes italiennes de Modène et de Bologne se sont livrées à une guerre pour ce qui est peut-être la raison la plus ridicule pour laquelle une guerre ait jamais été menée. Un sceau. Non, vraiment. La guerre du sceau de chêne, qui ressemble au roman le moins passionnant jamais écrit par Tolkien, a commencé lorsque les Modénais se sont faufilés à Bologne et ont volé le précieux sceau du puits de la ville. Les habitants de Bologne tenaient vraiment à récupérer leur sceau et ont rapidement déclaré la guerre. Ils ont rassemblé une force de 32 000 hommes pour envahir Modène et les deux armées médiévales se sont affrontées près de la ville de Zapolina. À la fin de la journée, 2000 hommes ont péri à cause d'un sceau volé. Imaginez devoir graver cette épitaphe. Lors de l'affrontement de 1340 entre l'Angleterre et la France, connu sous le nom de bataille de l'Écluse, les Français ont aligné 19 bateaux et les ont enchaînés ensemble. Ils pensaient que cette tactique rendrait impossible pour les Anglais de briser leur flotte. Ils se sont lourdement trompés. Un chevalier anglais comprit vite que les chaînes rendaient les Français vulnérables à une attaque, ce qui était en fait assez évident.
Avec leur flotte enchaînée, les Français étaient incapables de manœuvrer, ce qui entraîna une déroute avec des milliers de pertes humaines et la perte de la majorité de leurs navires. Mais au moins, les Français ont retenu la leçon et ne se sont plus jamais fait complètement écraser par un ennemi à cause d'une stratégie militaire hautement discutable. Personne n'a googlé la ligne Maginot. En 1119, le roi Henri Ier d'Angleterre et le roi Louis VI de France se sont rencontrés sur le champ de bataille. Cette situation laisse penser qu'un véritable carnage allait avoir lieu. Mais selon une chronique du XIIe siècle, la bataille fut l'une des moins sanglantes de l'histoire médiévale. Désolé de vous décevoir. Selon le chroniqueur, on m'a dit que lors de la bataille des Deux Rois, à laquelle environ 900 chevaliers ont participé, seulement 3 ont été tués. Pourquoi y a-t-il eu si peu de victimes ? Les combattants des deux camps ont choisi d'être indulgents, par crainte de Dieu et fraternité d'armes. Les soldats ont préféré capturer des prisonniers plutôt que de s'entretuer, expliqua le chroniqueur. En tant que chrétiens, ils ne voulaient pas le sang de leurs frères, mais se réjouissaient d'une victoire accordée par Dieu. Peu d'actions mémorables dans cette bataille. En 1351, 2 factions se sont affrontées pour le contrôle de la Bretagne, une région située dans ce que nous appelons aujourd'hui le nord-ouest de la France. Mais après que leurs nombreuses batailles aient mené à une impasse, les deux camps ont décidé d'organiser un combat au sein même de leur conflit, juste pour se divertir. Connu sous le nom de combat des 30, ce duel chevaleresque ne déterminerait pas l'issue de la guerre. Les hommes des deux camps ont juste interrompu la guerre pour une journée de combat d'exhibition. Le combat des 30 est devenu un spectacle sportif, avec buvette et zone d'observation pour les visiteurs. Mais comme une bande de quadragénaires qui joue au football américain avec plaquage, ce sport a coûté cher. Au final, au moins 11 hommes sont morts. En 1189, une immense armée de croisés s'est dirigée vers la Terre Sainte. À sa tête, l'empereur romain germanique, Frédéric Barberousse, a juré de reprendre Jérusalem pour les chrétiens. L'armée des croisés a été attaquée à plusieurs reprises en chemin, mais en 1190, elle a rencontré un problème bien plus important, la rivière Callicatnus. Malheureusement pour Frédéric, il était puissant et têtu, et pensait être plus intelligent que tous ceux qui l'entouraient. Comme l'a expliqué un chroniqueur, bien qu'il fût sage à bien des égards, l'empereur a sottement voulu mesurer sa force à la puissance du courant de la rivière. Malgré les avertissements de tous, il est entré dans l'eau et s'est noyé. En résumé, les hommes de Frédéric lui ont dit de ne pas entrer dans la rivière. Frédéric a répondu « Eh bien, j'y vais, j'entre dans la rivière ». Et puis Frédéric s'est noyé. La perte fut si décourageante que selon un récit, certains des hommes de Frédéric Barberousse ont renoncé à leur foi et sont devenus païens. Aujourd'hui, leurs descendants vendent des cartes de tarot personnalisées sur Instagram. Lors de la malheureuse Troisième Croisade, le roi Richard Ier d'Angleterre, mieux connu sous son nom de catcheur Richard Cœur de Lion, n'allait pas laisser un petit détail comme le scorbut l'empêcher de livrer une bonne bataille. Les croisés atteignirent les murs d'Acre en Israël en 1191, mais ce petit détail appelé scorbut empêcha Richard de monter à cheval. Ne voulant pas manquer le combat, le roi s'allongea sur une civière et ordonna à ses hommes de le porter plus près des murs. Depuis sa civière, Richard tira à l'arbalète sur l'ennemi. C'était comme réussir le dernier retrait, surprise des séries mondiales de la mesquinerie. Il a vraiment excellé et tout le monde a été impressionné, pas seulement parce qu'il est le roi. Vous vous rappelez dans Braveheart quand William Wallace a mené les Écossais à la victoire à la bataille du pont de Stirling ? Eh bien, dans la vraie vie, la défaite anglaise qui a eu lieu pendant la première guerre d'indépendance de l'Écosse a été causée en partie par un commandant endormi, Jean de Varenne, comte de Surrey, qui dirigeait les forces anglaises. Grâce à leur supériorité numérique et à leur cavalerie entraînée, les Anglais pensaient réprimer facilement la rébellion écossaise, ce qui aurait été possible si Warren n'avait pas eu soudainement envie de dormir. L'infanterie anglaise s'est avancée et a commencé à traverser le pont de Stirling pour découvrir que Warren avait trop dormi. Ils devaient battre en retraite, puis recommencer pour que Warren les rappelle une seconde fois. Pour faire court, Guillaume Wallace a profité de la maladresse des Anglais, leur a infligé une lourde défaite et a été récompensé par un film oscarisé. La bataille d'Hastings allait décider si les Anglais ou les Normands allaient gouverner l'Angleterre. Au cœur de cette bataille cruciale, les Normands ont failli battre en retraite, pensant que Guillaume, le duc de Normandie, était mort. La rumeur effrayante a gagné le flanc gauche normand, causant presque la panique. Mais avant que l'erreur ne se transforme en déroute,
Guillaume a rallié ses troupes en retirant son casque au milieu de la bataille. « Regardez-moi » cria Guillaume. « Je suis vivant, et avec l'aide de Dieu, je vaincrai. » N'aurait-ce pas été amusant s'il avait reçu une pierre sur la tête à ce moment? Oui, ça aurait été drôle. Mais Mel Brooks ne met pas l'histoire en scène. Le discours motivant de Guillaume a poussé les Normands à éliminer le roi anglo-saxon Harold Godwinson et à triompher. Ainsi, Guillaume fut appelé le Conquérant. C'est bon d'être roi. Au XIIIe siècle en Russie, païens, chrétiens et mongols se sont affrontés pour la suprématie. L'ordre teutonique était composé de chevaliers chrétiens qui considéraient leur lutte contre les païens comme un devoir sacré. Et lorsqu'ils ont envahi la République de Novgorod en 1242, ce n'est qu'un lac gelé qui a sauvé la situation. Les chevaliers teutoniques ont avancé contre l'infanterie de Novgorod, mais un lac séparait les deux forces. Le froid ayant gelé le lac, les chevaliers ont traversé la glace à cheval pour affronter leurs ennemis. Lors de la bataille sur la glace, jusqu'à 25 000 soldats se sont affrontés sur le lac gelé. Selon un récit, la bataille a duré jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque les chevaliers ont vacillé puis fui, les Russes les ont poursuivis. La glace fine s'est fissurée sous le poids des croisés lourdement armés et de leurs chevaux, puis s'est effondrée. On peut donc dire que les Russes ont gagné par défaut. Au VIe siècle, Clovis régnait sur un royaume des Francs, un peuple germanique qui vivait près du Rhin, pas au sens de Jean franc et direct. Bien que la femme de Clovis, Clotilde, se soit convertie au christianisme, Clovis a refusé, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une bataille qui ne se passait pas très bien. Comme l'a expliqué Grégoire de Tours, l'armée de Clovis s'est retrouvée menacée d'anéantissement. À ce moment-là, Clovis a imploré Jésus et lui a rapidement proposé un marché. Les termes qu'il a proposés étaient les suivants. Jésus accorde la victoire à Clovis et Clovis se fera baptiser au nom de Jésus. Et peut-être que Jésus a accepté ce marché, car le cours de la guerre a immédiatement changé. Les Francs ont gagné et Clovis s'est effectivement converti au christianisme. Il apporte désormais des brioches après les offices du dimanche, ce qui est très attentionné. Vlad l'Empaleur a gagné son nom en faisant exactement ce que son nom suggère. Il a empalé plus de 20 000 personnes de son vivant. Dirigeant de la Valachie, région historique roumaine, Vlad voulait empêcher l'entrée des Ottomans sur son territoire. Alors, lorsque le sultan Mehmed II a envahi, Vlad l'a accueilli avec les cadavres de 23 000 Turcs empalés comme des brochettes. Mehmed, clairement du genre à ne pas avoir besoin qu'on lui répète les choses, fit demi-tour et laissa la Valachie à Vlad. En 1462, Vlad lui-même a admis « J'ai tué des paysans, des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, 23 884 Turcs ». Pour les Turcs, Vlad était connu sous le nom de Kazikloubé, ou le prince empaleur. C'est un surnom justement effrayant, mais il finirait par être remplacé par un autre, plus célèbre, Dracula. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la vie quotidienne d'un roi ou d'une reine au Moyen-Âge ne se résumait pas à se prélasser dans des robes de soie et de satin et à profiter de nombreux festins. Enfin, pas seulement à cela. En réalité, vivre comme un membre de la royauté médiévale n'était pas si génial. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir de façon surprenante en quoi votre vie est bien plus luxueuse que celle des rois du Moyen-Âge. D'accord, prochaine étape, le Moyen-Âge. Je parle de la période historique, pas du restaurant à thème. Quoique, on pourrait aller au restaurant. Quand on fait partie de la famille royale, on bénéficie généralement des meilleurs soins médicaux disponibles. Des toniques les plus raffinés, des onguents les plus puissants et des instruments les plus brillants pour vous percer le crâne afin d'en faire sortir les mauvais esprits. Mais à chaque époque, il y a certaines maladies que même les meilleurs soins médicaux ne peuvent pas traiter. Et à l'époque médiévale, l'une de ces maladies était la peste bubonique, également connue sous le nom de peste noire. La peste noire était extrêmement dangereuse, aussi bien pour les paysans médiévaux que pour les monarques. Elle ne semblait pas se soucier le moins du monde, de la richesse ou du statut social. Lorsqu'une épidémie massive a balayé l'Europe au milieu du XIVe siècle, on estime qu'un tiers de la population totale du continent est mort. La situation est devenue tellement horrible que les gens étaient prêts à essayer à peu près n'importe quoi pour guérir de la peste. Par exemple, certains attachaient des poulets vivants à leurs plaies enflées. Les potions étaient aussi populaires, surtout mélangées à ce que les fabricants appelaient de la corne de licorne. Les licornes sont fictives, comme vous l'avez peut-être compris, donc l'ingrédient réel était souvent quelque chose de moins exotique et de plus toxique, comme le mercure ou l'arsenic.
Certaines boissons curatives contenaient même des pierres précieuses broyées, comme des émeraudes et des saphirs. Ainsi, si vous apparteniez à la royauté et que la peste noire vous touchait de ses doigts osseux, vous pouviez vous attendre à avaler un milkshake contre la peste hors de prix. Aucun de ces traitements ne prévenait la peste, et beaucoup aggravaient la condition des patients. Heureusement, la médecine moderne dispose de traitements contre la peste bubonique et la plupart n'impliquent ni milkshake de pierre, ni poulet vivant. Sortir avec quelqu'un reste difficile. Malgré nos applications et services de rencontre, trouver un partenaire convenable peut sembler décourageant, voire impossible. Mais aussi difficile que cela puisse être de glisser vers la gauche profil après profil, bourré de signaux d'alarme, au moins vous avez le choix de la personne avec qui vous sortez, sans parler de celle que vous épousez. La plupart des membres de la royauté médiévale n'avaient pas ce choix. Les membres de la royauté se mariaient surtout pour des raisons politiques, leurs unions servant à conclure des traités entre leurs pays. Et si cela ne suffisait pas à aspirer toute la romance d'un mariage, comme un aspirateur industriel, les mariages entre familles, au fil des générations, faisaient que les époux royaux étaient souvent cousins. Cela devait rendre les fêtes de famille étranges. L'Église a bien essayé d'interdire les mariages entre cousins jusqu'au XIIIe siècle, mais en pratique, cela n'a vraiment arrêté personne. La plupart des nobles obtenaient une dispense papale ou ignoraient les règles, privilèges réservés à la royauté. Plusieurs célèbres rois médiévaux et leurs épouses, souvent cousins, se mariaient pour des raisons diplomatiques. Guillaume le Conquérant et son épouse Mathilde de Flandre étaient des parents éloignés. Le pape leur a interdit de se marier, mais Guillaume le Conquérant l'a fait quand même, parce qu'il était le roi et ce n'est pas comme s'il allait se punir lui-même. Isabelle de Castille, la célèbre reine qui a financé les voyages de Christophe Colomb, et son mari, Ferdinand d'Aragon, étaient cousins au second degré lorsqu'ils se sont mariés. En plus d'être répugnant, le mariage entre proches parents a entraîné de nombreuses complications de santé au sein des familles royales, comme l'hémophilie. À l'époque, on croyait largement que la royauté possédait le droit divin des rois. Mais cette ordination sacrée était plus qu'un droit, c'était le toucher, comme dans la chanson de Stan Bush. Ce qu'on appelait le toucher royal attribuait des pouvoirs de guérison magique aux mains d'un roi ou d'une reine. Les gens du peuple souffrant de maladies suppliaient les membres de la royauté de poser leurs mains sur eux pour les guérir. Les personnes souffrant de scrofule, un gonflement des ganglions du cou, sollicitaient l'aide de la royauté. Les rois touchaient parfois des centaines de malades pour transmettre leur pouvoir, bien avant l'invention du gel désinfectant. Quels que soient vos plans, ils sont sûrement mieux que chatouiller des centaines de personnes atteintes de scrofule. Les membres de la royauté n'avaient pas toujours à toucher directement les malades. Les personnes atteintes pouvaient aussi, paraît-il, être guéries en touchant des pièces que la famille royale avait manipulées, même s'ils ne vous laissaient probablement pas garder la pièce. L'un des plus grands accomplissements modernes est que la majorité de la population sait lire. On estime que 86% des personnes de plus de 15 ans dans le monde ont un certain niveau de littératie. Ainsi, la plupart d'entre nous bénéficient d'un net avantage sur les anciens souverains exigeants d'autrefois. Évidemment, tous les rois médiévaux n'étaient pas analphabètes. Même chez les classes supérieures, l'alphabétisation restait bien inférieure à celle d'aujourd'hui. Les ministres et scribes faisaient tout le travail de lecture et d'écriture, alors pourquoi apprendre soi-même ? Si vous obtenez un cheeseburger chaque fois que vous claquez des doigts, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps à apprendre à faire des grillades. De nombreux foyers jugeaient inutile d'éduquer les femmes, ainsi même les dames royales ne savaient souvent pas lire. Lorsqu'il s'agissait d'approuver des documents, les rois pouvaient généralement signer d'un simple gribouillis, ce qui, en prime, rendait probablement facile la falsification de leurs autographes sur des souvenirs médiévaux. Contrairement à ce que suggèrent certains dessins animés Disney, être princesse médiévale n'avait rien de très amusant. Beaucoup de femmes ne recevaient aucune éducation et n'avaient pas vraiment leur mot à dire lorsqu'il s'agissait de choisir leur mari. Elles n'avaient pas à attendre longtemps leur mariage royal, car au Moyen-Âge, beaucoup de jeunes filles étaient mariées dès la puberté, parfois avant. Par exemple, Lady Margaret Beaufort, la mère du futur roi Henri VII, a été mariée à Edmund Tudor alors qu'elle n'avait que 12 ans. À l'âge de 13 ans, elle était déjà veuve et enceinte de son fils. Elle a vécu toute une tragédie shakespearienne en une seule année. C'est efficace.
Aliénor de Castille a épousé le roi Édouard Ier d'Angleterre à 13 ou 14 ans, un âge aujourd'hui trop jeune même pour la présidence du Conseil des élèves. Donc oui, ne pas être une mère veuve à 13 ans, c'est vraiment un gros avantage de la vie moderne. Entre l'absence de toute forme significative de contraception et l'attente de produire tout un tas d'héritiers, les femmes au Moyen Âge tombaient enceintes assez souvent. Une fois par semaine, si la météo le permet. Malheureusement, le risque de mourir en accouchant était très élevé. Les chercheurs débattent du taux de mortalité des mères de la haute société à l'accouchement, pouvant atteindre 15 à 20%. Pour les nourrissons, le taux de mortalité pouvait se situer entre 8,5 et 19%. C'est vraiment une malchance pour un bébé. Ces taux ont considérablement diminué depuis l'époque médiévale. Par exemple, la mesure la plus récente du taux de mortalité maternelle aux États-Unis a établi ce chiffre à un peu plus de 17 décès pour 100 000 naissances. Et le taux de mortalité infantile est d'environ 5 décès pour 1000 naissances. Donc, même si la médecine moderne n'a toujours pas un bilan parfait, il est évident qu'il vaut mieux être enceinte de nos jours qu'à l'époque des châteaux. Il y a certaines caractéristiques fondamentales de la vie moderne que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquises, comme les M&M et les voyages aériens commerciaux. Mais l'une des choses les plus sous-estimées est probablement la plomberie moderne, en particulier les toilettes avec chasse d'eau. Avoir la possibilité de se soulager dans le confort de sa propre maison, sans se retrouver avec un nouveau colocataire malodorant, est un luxe qui est scandaleusement sous-estimé. À l'époque médiévale, les membres de la royauté qui ressentaient un besoin pressant au milieu de la nuit devaient faire leurs besoins dans de grands pots de chambre. Comme prévu, ces récipients empestaient la pièce jusqu'à leur retrait matinal par les domestiques. Si vous vous demandez comment ils étaient vidés, le contenu des pots de chambre était souvent jeté par la fenêtre. Et il n'était pas rare qu'un pot de chambre soit vidé sur la tête d'une personne sans méfiance qui passait simplement sous la fenêtre au mauvais moment. Comme décrit dans le vieux conte anglais La légende du bus de tournée du groupe Dave Matthews. En fait, Marie-Antoinette aurait un jour reçu, accidentellement, un pot de chambre sur la tête alors qu'elle se trouvait au palais de Versailles. Ce n'est probablement pas le gâteau auquel elle pensait. Cela dit, il existait quelques alternatives aux pots de chambre. Les plus beaux châteaux étaient équipés de ce qu'on appelait des garde-robes, qui étaient des sièges en pierre ou en bois placés au-dessus d'un conduit menant à une fosse. En gros, des toilettes de chantier perchées très haut. Comme les toilettes portatives, ces latrines insalubres devaient aussi être vidées régulièrement. Les châteaux médiévaux sont souvent présentés comme des lieux élégants et luxueux, avec de grands feux, de belles tapisseries et des meubles confortables et raffinés. Mais la réalité était très différente. En réalité, une personne moyenne serait probablement plus à l'aise dans un petit studio que dans un château royal. Parce qu'ils étaient principalement construits en pierre, les châteaux étaient souvent extrêmement exposés aux courants d'air. Cela signifiait qu'ils étaient glacials l'hiver, ne gardaient pas la chaleur et restaient humides. Pour contrer ces effets du climat, les membres de la royauté devaient se déplacer de palais en palais tout au long de l'année, un peu comme certaines personnes qui se précipitent en Floride chaque année dès que les feuilles commencent à changer. Ces belles tapisseries servaient non seulement de décoration, mais aussi d'isolation sur les murs du château. Elles réduisaient un peu les courants d'air sans régler le problème, et il manquait souvent de prise pour brancher un radiateur d'appoint. Pour la plupart aujourd'hui, la semaine de 40 heures est la norme, même si beaucoup doivent faire plus. Mais à un moment, nous pouvons tous pointer et rentrer, ou aller chez Chili's pour des entrées à moitié prix. Ce n'était pas du tout ainsi pour la royauté médiévale. Être roi était un travail à plein temps, du moins pour ceux qui prenaient leur rôle au sérieux. Pour preuve, il suffit de regarder le roi Charles Quint de France, dont la routine a été consignée pour la postérité. Il se levait à 6 heures, s'habillait, priait avec son chapelain, puis assistait à la messe. C'est redondant, tu pourrais gagner 1 heure ici, Charles. Plus tard, Charles rencontrait ses sujets, puis son conseil. Il mangeait à 10 heures, puis recevait diplomates, nobles et d'autres jusqu'à l'après-midi. Il avait alors un peu de temps pour se reposer et se promener dans le jardin, mais tout reprenait à 6 heures le lendemain matin. Il devait se lever tôt, aller 2 fois à l'église, puis enchaîner les réunions toute la journée.
Charles Quint a peut-être été la première personne à dire « cette réunion aurait pu être un email ». Non, attends, cette réunion aurait pu être un message sur parchemin. Quand on pense aux chevaliers du Moyen-Âge, on imagine des hommes vaillants qui choisissaient de défendre leur honneur lors de joutes, d'actes de chevalerie et de combats contre des dragons. Mais ce n'était pas ainsi pour les vrais chevaliers. La joute n'a pas toujours appartenu à leur culture. La chevalerie servait plus à interdire certains comportements qu'à enseigner à être un gentleman. Et les dragons n'existaient pas, même si on l'aurait souhaité. Aujourd'hui, découvrons ce que signifiait être chevalier au Moyen-Âge. Faute d'autres options religieuses, presque tous les habitants de l'Europe médiévale étaient catholiques ou le prétendaient. Tout le monde, des rois et reines jusqu'aux simples paysans et serfs, était censé accomplir ses devoirs religieux, que ce soit chaque année ou chaque jour. Les chevaliers étaient bien sûr eux aussi concernés, et ils étaient connus pour commencer leur journée par une messe matinale dans leur église locale. De nos jours, on dirait que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais à l'époque, nourrir l'âme chrétienne était considéré comme plus important. Cela faisait partie de leur code moral, tout comme l'autre code, une sorte de code masculin ancien. Le code de la chevalerie était également respecté. Beaucoup associent la chevalerie au roman de Nicholas Sparks, mais son code visait surtout à discipliner les chevaliers belliqueux, pas seulement à leur rappeler de tenir la porte aux dames. Regardez ici, jusqu'à ce que toi ou quelqu'un d'autre, juste moi, juste toi, Recule. Malgré des règles comme vivre avec honneur, protéger les faibles et respecter les vertus des femmes, il y en avait beaucoup plus sur ce qu'il ne fallait pas faire. Les choses que les chevaliers n'étaient pas autorisés à faire selon le code de la chevalerie comprenaient frapper des prêtres, prendre le bétail ou d'autres animaux de quelqu'un, blesser des femmes, incendier des maisons ou voler, kidnapper, tuer ou faire du mal en général à des innocents pris au hasard. Ces règles représentent le strict minimum de la chevalerie sur lequel nous pouvons tous généralement nous accorder. De nos jours, tout le monde essaie toujours une nouvelle mode alimentaire, mais les régimes médiévaux n'incluaient pas le keto, le paléo ou l'Atkins, et ils n'avaient certainement jamais de lundi sans viande. Ils n'avaient jamais de journée sans viande, car la viande était l'ingrédient principal de la plupart des repas. La plupart des repas étaient à base de viande et de pain, car ils les trouvaient bons et pensaient que les légumes étaient toxiques. On dit souvent qu'une pomme pourrie gâte tout le panier, mais à cette époque, il semble que quelqu'un ait mangé un mauvais champignon ou ajouté du lierre vénéneux à sa salade, rendant tous les légumes démodés. Méfiez-vous des salades vertes et des fruits crus, car ils vous rendront gravement malade, était un dicton courant à l'époque. La viande n'était pas bon marché au Moyen-Âge, et comme il n'y avait pas de mortadelle Oscar Mayer à manger en cas de besoin, les plus pauvres mangeaient du porc. Ça ira à cochon, ce cochon fera l'affaire. Cependant, puisque les chevaliers occupaient un statut social élevé, ils avaient accès à une nourriture de meilleure qualité que la plupart des serfs ou des paysans. On servait souvent du bœuf et du mouton aux chevaliers, accompagnés de fromage. Comme il fallait conserver les aliments pour qu'ils restent comestibles, beaucoup étaient marinés ou conservés avec du sel, ce qui donnait forcément soif, c'est pourquoi. S'ils n'avaient pas un supermarché Kroger sous la main, il va de soi qu'ils n'avaient pas d'Évian non plus. Donc, sans accès illimité à de l'eau propre, les gens du Moyen-Âge buvaient principalement de l'alcool, car ils savaient qu'ils ne seraient pas contaminés. Même si nous n'avons pas la même excuse aujourd'hui, les chevaliers médiévaux buvaient comme des étudiants en fraternité, ce qui entraînait souvent des comportements pires. Ils consommaient constamment de la bière. Ils ne jouaient certainement pas au beer pong ou au flip cup, et ce comportement tapageur pouvait parfois devenir violent et peu chevaleresque. Bien sûr, ils ne pouvaient pas boire trop d'hydromel, car cela les aurait fait grossir, contrairement au stéréotype viril traditionnel qui évoque un chevalier dans l'imaginaire collectif. C'est exact, l'image c'était tout. Et comme personne ne recevait de likes sur sa page Instagram, il devait se contenter des likes à l'ancienne, des compliments et de l'adoration. Mais la mode n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Il existait des lois qui imposaient des restrictions sur ce que les gens pouvaient porter. Selon les lois somptuaires, les gens ordinaires n'avaient pas le droit de trop dépenser pour leurs vêtements. Cette limite a été créée pour empêcher paysans et serfs de mieux s'habiller que les nobles, afin que chacun soit identifiable par son apparence. Les chevaliers devaient porter de beaux vêtements pour se différencier de la classe inférieure. Ils portaient des vêtements aux motifs élaborés, des matériaux de qualité et mettaient en avant leur entrejambe avec de grandes braguettes. Oui, c'est ça. Comme il n'y avait pas de voiture de sport pour compenser, la taille comptait à l'époque. Peu importe comment ils s'habillaient, les chevaliers avaient tout de même un travail à accomplir. Mais en quoi consistait exactement ce travail ?
Eh bien, une partie de leur responsabilité consistait à servir dans l'armée privée de leur seigneur. Dans certains endroits, comme l'Angleterre, les chevaliers protégeaient exclusivement le roi, ce qui faisait d'eux l'armée nationale. D'autres endroits, comme la France, permettaient aux nobles de la communauté de recruter des chevaliers pour les protéger, ce qui les rendait plus semblables à des gardes du corps. Peu importe pour qui ils servaient, les chevaliers étaient censés se battre et exécuter les ordres de celui à qui ils avaient prêté serment, tout comme Brienne de Tarth, mais avec une braguette un peu plus grande. Être chevalier était un métier, mais il ne travaillait qu'environ 40 jours par an. Comme dans beaucoup de métiers actuels, on se dépêchait pour ensuite attendre. Être chevalier signifiait essentiellement être d'astreinte. On s'attendait à ce qu'ils soient prêts à partir au combat ou à escorter leur seigneur lors de voyages, mais en réalité, ces devoirs étaient assez faciles et se terminaient rapidement. Les chevaliers devaient être au sommet de leur forme lorsqu'ils partaient au combat, mais ils devaient aussi s'assurer d'être toujours prêts à partir, et cela passait par la participation à des tournois. Cela a commencé par leur participation à des mêlées, des combats simulés où ils se battaient pour des prix. Finalement, ceux-ci ont évolué en joutes. Cela s'est ensuite transformé en des spectacles équestres glorifiés appelés carrousels, que vous reconnaîtrez grâce à toutes ces années où vous ne vouliez pas y monter dans les parcs d'attractions et les fêtes foraines quand vous étiez enfant. Quelqu'un a un problème avec les carrousels. Les tournois étaient strictement réservés aux hommes nobles, pas ouverts à tous. C'était un honneur d'y participer, donc personne n'ignorait l'invitation. C'était quelque chose qu'ils choisissaient de faire si on le leur demandait. Comme ils avaient beaucoup de temps d'astreinte, les chevaliers avaient de nombreuses occasions de participer à des tournois et de gagner un peu d'argent en plus. Ils avaient aussi plus de temps pour courtiser les dames. Au fil du temps, le nombre de chevaliers a chuté, car tous ne sortaient pas tous victorieux des batailles. Regarde, idiot, tu n'as plus de bras. Si, il m'en reste un. Regarde, ce n'est qu'une égratignure. Tony Stark n'égalait pas les chevaliers médiévaux. Leur armure imposante les rendait quasi invulnérables, notamment face aux flèches. La vie d'un chevalier ne se limitait pas à éviter des flèches. Pour le reste de leurs tâches, l'armure complète, pesant environ 27 à 50 kg, n'était pas très pratique, car ils auraient tout aussi bien pu porter une Frandrescher entière sur leur dos. L'armure ralentissait les chevaliers, ce qui pousse des historiens à penser que certaines armées des 14e et 15e siècles auraient remporté plusieurs batailles majeures avec une protection moins lourde. Ils auraient été plus agiles, énergiques et rapides que les autres armées alourdies par des armures similaires. Finalement, la leçon a été retenue, et au XVIe siècle, les soldats ont troqué leurs piles d'armure contre des tenues qui leur permettaient d'être plus mobiles. Si vous avez du mal à savoir quoi faire de votre vie, consolez-vous en sachant que la médecine moderne vous permet de vivre plus de 3 fois plus longtemps que les gens du Moyen-Âge. Ayant moins de temps, ils devaient vite choisir le but de leur vie, car la plupart atteignaient environ 30 ans. La formation pour devenir chevalier pouvait commencer dès l'âge de 7 ans, ce qui signifiait qu'ils pouvaient passer les 14 années suivantes de leur vie à s'entraîner. Pendant ces années, ils travaillaient à devenir des guerriers forts et impressionnants. Ces années étaient consacrées à l'équitation, au tir à l'arc et à l'épée jusqu'à la maîtrise. Après beaucoup d'entraînement, ils obtiendraient la chevalerie à 21 ans. À ce moment-là, ils participaient à une cérémonie d'adoubement au cours de laquelle ils juraient fidélité à un seigneur en particulier. Des points bonus s'ils décidaient d'écrire le nom de leur seigneur sur leur nouveau cahier avec des cœurs dessinés à côté. Comme c'était bien avant l'époque de l'Apple TV, les chevaliers passaient leur temps ensemble, cherchant des moyens de se divertir entre chevaliers et nobles. Boire. En général, l'animation après le dîner était assurée par un ménestrel, un serviteur d'abord employé comme musicien de château ou de cour. Certains s'appelaient bardes, mais on ignore si des chevaliers ont été divertis par celui-ci. Vous voyez de qui je parle. Mais les chevaliers bénéficiaient souvent de ballades ou de longs poèmes inspirés de mythes ou de légendes. Le vaillant Sir Robin s'est enfui. Non, il s'est enfui vaillamment. Je ne l'ai pas fait. Les chevaliers occupaient souvent leur nuit à se divertir mutuellement. Les chevaliers ne dormaient pas vraiment bien selon nos critères. À la place, ils dormaient par roulement. Certains pouvaient dormir pendant la moitié de la nuit, puis se réveiller et prier, n'est-ce pas? Ou, s'ils étaient chanceux, avoir des rapports sexuels. Mais quelqu'un devait veiller. Aujourd'hui, la plupart préfèrent dormir toute la nuit, mais ces horaires de sommeil interrompus ne semblaient pas dangereux, sauf s'ils réduisaient une espérance de vie de 30 ans. Qui peut le dire? Être chevalier n'impliquait pas que des batailles ou des cérémonies, mais c'était un excellent métier si l'on commençait jeune.
Des films et la télévision ont fait ressembler la vie dans un château à un épisode de MTV Cribs, à condition d'être l'un des nobles, mais ce n'était pas que des festins et des fêtes. Les châteaux étaient des forteresses sombres, humides, malodorantes, infestées de vermine et de maladies. Découvrons aujourd'hui la véritable vie dans un château médiéval. En tant que membre de la classe dirigeante, vous pouviez savourer du vin raffiné et parfois prendre un bain chaud. La plupart du temps, il y avait peu de confort ou de détente, à part aller à l'église ou torturer un ennemi à mort. Pour les Européens du Moyen-Âge, la plomberie était un rêve lointain, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'eau courante et absolument aucun moyen de tirer la chasse d'eau. Les déchets s'accumulaient dans une grande fosse sous les toilettes, transformant chaque château en immense cabine de toilette, surtout par une journée d'été très chaude. C'est sans doute pourquoi tout le monde dans Game of Thrones est si en colère. Ce n'était pas seulement la puanteur des excréments qui rendait la vie au château désagréable. Pas d'eau courante, donc pas de bain, sauf pour les riches. Ainsi, tous les serviteurs du château couraient partout en sentant fort, comme un vieux sac de sport. Les serviteurs n'avaient pas les moyens d'acheter des médicaments comme les seigneurs, donc l'habitant moyen d'un château traînait partout en étant gravement malade, comptant sur des remèdes maison ou la prière. D'ailleurs, en parlant de ces toilettes, l'intimité n'existait pas vraiment dans les châteaux, à moins d'en être le propriétaire. Donc quand tu devais courir aux toilettes pour faire tes besoins, tu le faisais sur un long banc en bois avec plusieurs trous découpés dedans, sous les yeux de tes amis, de tes collègues et de n'importe qui d'autre qui passait par là. Encore une fois, il n'y avait pas de chasse d'eau. Donc ce que tu faisais tombait dans une fosse immense et répugnante du château. Espérons que tu n'as jamais laissé tomber tes clés de chariot là-dedans, ce serait comme les jeter dans un volcan septique. Tu sais comme la maison paraît petite quand un ou deux proches viennent te rendre visite? Multiplie ça par 100, vivre dans un château, c'était ça. Les châteaux nécessitaient des dizaines de serviteurs rien que pour assurer le fonctionnement quotidien, sans parler des plusieurs générations des familles du seigneur et de la dame qui vivait, ainsi que de tous leurs serviteurs et domestiques personnels. On aurait dit une petite ville exiguë dédiée aux besoins d'une seule famille. Nous savons, grâce aux films fantastiques et aux dessins animés Disney, que les châteaux avaient des cachots, où le seigneur ou la dame enfermait criminels, opposants ou personnes les ayant offensés. Ce que les films Disney testent souvent, c'est que ces prisonniers subissaient régulièrement des tortures grotesques. Une méthode populaire consistait à laisser le prisonnier se faire dévorer vivant de l'intérieur par des rats affamés. Eh bien, sympa à regarder, hein. En plus d'être tout simplement sadique, on croyait généralement que la douleur extrême aidait à purifier une personne de ses péchés, ce qui donne un sens terrifiant à l'expression « c'est pour ton bien ». Et puisque nous parlons de rats, les rats sont déjà difficiles à gérer aujourd'hui, alors imagine vivre dans un vaste château sombre et humide, sans piège ni lutte antiparasitaire moderne. Les rats étaient partout et il n'y avait pas grand-chose à faire contre eux. On acceptait simplement l'infestation de rats comme une partie normale de la vie, un peu comme la voiture banale par excellence de l'époque. On pourrait croire que les gens s'habitueraient aux rats, mais au Moyen-Âge, beaucoup en avaient très peur. Cela n'a pas aidé qu'ils étaient un instrument de torture prisé et portaient alors une peste qui a tué près de la moitié de la population européenne. À ce stade, il n'est pas surprenant que les habitants des châteaux aimaient rester ivres, car la meilleure façon de supporter une journée dans une maison surpeuplée, qui puait les excréments et où les rats vous rendaient la vie infernale, c'était d'avoir une chope de bière bien en main. Les seigneurs buvaient ce qu'ils voulaient, vin fin, bière ou spiritueux, alors que les domestiques devaient se contenter de ce qu'ils trouvaient. Il était en fait plus sûr de boire de l'alcool que de l'eau, car la plupart des eaux que l'on pouvait trouver étaient tellement contaminées que la sécurité aéroportuaire les confisquerait comme des armes. Avec tout cet alcool qui circulait, on pourrait penser que la plupart des gens dans un château ne sortiraient pas du lit avant midi. Et même si cela pouvait être vrai pour les seigneurs, les domestiques devaient se lever pour travailler dès que le soleil se levait. L'électricité n'existait évidemment pas encore, donc la lumière du soleil était d'une importance cruciale. Les châteaux sont des endroits sombres, même pendant la journée. Alors les domestiques devaient profiter de chaque seconde de lumière du soleil, juste pour accomplir leur travail. Même si vous ne travaillez pas dans un château, à moins d'être riche, il y a de fortes chances que vous travailliez comme marchand, artisan ou ouvrier, donc vous deviez vous lever à l'aube si vous espériez gagner de l'argent.
Contrairement à la croyance populaire, les gens aimaient prendre des bains au Moyen-Âge autant qu'aujourd'hui. C'est juste que l'eau propre était difficile à trouver, surtout pour les classes inférieures. Nous ne pouvons vraiment pas assez insister sur l'importance de la plomberie. La baignoire elle-même était un énorme seau en bois, presque caricatural, que l'on pouvait transporter de pièce en pièce dans le château pour que les gens puissent s'y baigner. Cela ne correspondait ni à la définition de l'hygiène, ni à celle de l'intimité, mais au moins, on pouvait se débarrasser un peu de cette crasse de château. Les châteaux étaient essentiellement de gigantesques sous-sols, sans aucune isolation. Ils étaient conçus principalement comme des forteresses, plutôt que comme des habitations. Donc tout était fait de pierres froides, et les rares fenêtres laissaient entrer très peu de lumière du soleil. Les seigneurs et les dames avaient les plus belles chambres, avec des cheminées et des fenêtres. Mais les quartiers des serviteurs étaient souvent situés dans les parties inférieures et intérieures des châteaux, des dédales glaciales et sans lumière qui étaient des foyers de maladies prospérant dans l'humidité et le froid. À ce stade, je crois que je préférerais dormir dehors. Il se passait toujours quelque chose dans un château, qu'il s'agisse d'une fête, d'un jour férié ou de la visite d'une famille noble. Par conséquent, d'énormes repas extravagants étaient la norme plutôt que l'exception. En tant que cuisinier, vous passiez la journée à préparer le festin, puis mangiez un maigre repas en cuisine. Pendant ce temps, les seigneurs et dames divertissaient leurs invités à une longue table en bois, les convives étant placés selon leur importance. Les personnes importantes étaient assises en tête de table, tandis que les domestiques étaient relégués tout au fond, hors de vue. Parce que rien ne gâche un repas comme devoir regarder des pauvres. C'est comme aller au Waffle House après son mariage, en plus triste. Les repas étaient pris dans la grande salle d'un château. Et comme nous l'avons mentionné, vous étiez placé dans la salle selon votre statut, mais votre statut n'influençait pas seulement votre place, il déterminait aussi ce que vous aviez à manger. Le seigneur, la dame, leur famille et leurs invités recevaient des plats gastronomiques aux épices exotiques et aux ingrédients raffinés. En tant que serviteur, vous deviez regarder les autres manger ces plats, tandis que vous vous contentiez d'un ragoût ou d'une tourte à la viande au bout de la table. Mais cela pourrait être pire, au moins vous mangez. Plus de 85% des habitants étaient des paysans et ne pouvaient pas entrer dans le château. Même s'ils cultivaient la terre pour le seigneur ou la dame, ils devaient subvenir eux-mêmes à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le seigneur et la dame d'un château étaient chargés de gouverner leur terre, ce qui impliquait de prendre régulièrement de nombreuses décisions difficiles et de s'engager dans des négociations politiques acharnées. Ils ne pouvaient donc pas s'occuper de tâches triviales comme préparer leur repas ou entretenir le château, d'où la présence de nombreux domestiques. En plus des tâches ménagères habituelles du château, ils devaient aussi satisfaire tous les besoins et caprices du seigneur, de la dame et de leur famille. Le travail était difficile pour tous, mais les seigneurs et dames pouvaient parfois se détendre. Comme déjà établi, les châteaux étaient surtout des tas de pierres sales et malodorants. Pour garder le château relativement propre, on répandait des joncs, des roseaux et des herbes au sol. Les plantes absorbaient les éclaboussures disgracieuses et, avec un peu de chance, couvraient certaines des odeurs les plus insupportables. Remplacer les vieux joncs par des joncs propres rappelait le déplacement d'un cadavre, tant on découvrait bière, graisse, débris, os, salive, excréments de chiens et de chats et autres choses répugnantes. En gros, où que vous alliez dans le château, vous marchiez sur une couche de saleté à peine dissimulée. On dirait ma chambre universitaire. À l'époque où il n'y avait pas de micro-ondes, de grill George Foreman ni de sur la table, toute la cuisine se faisait sur un feu ouvert. Ce qui peut poser problème quand on cuisine dans un bâtiment rempli de bois et de foin. Durant la première moitié du Moyen-Âge, la plupart des cuisines étaient en bois, pour des raisons encore inexpliquées par l'histoire. Par conséquent, il était toujours possible que toute votre cuisine prenne feu à cause d'une braise égarée du service du déjeuner. Tout le monde et tout ce qui s'y trouvait finissait grillé à la flamme. Plus tard, la pierre est devenue le matériau de construction principal et des foyers ont été bâtis pour contenir les feux de cuisson. Oh, Ossian vient d'aimer cette vidéo. Chaque château avait une chapelle pour que le seigneur et la dame assistent à la messe du matin. Avec la grande salle, la chapelle était l'édifice emblématique du château. Tout le reste était construit autour de ces deux pièces principales. Dans un château très luxueux, la chapelle avait 2 étages, pour que le seigneur, la dame et leur famille puissent s'asseoir à l'étage supérieur et observer les serviteurs en bas. Regardez ce pauvre type.
c'est dégoûtant. Le Moyen-Âge était si difficile que même dans le meilleur des cas, vivre dans un château restait une expérience assez misérable. Les représentations de la guerre médiévale la montrent souvent comme chaotique et brutale, avec deux armées qui s'affrontent à coups d'épée et de boucliers. En réalité, les sociétés médiévales étaient capables de produire des armes gigantesques qui pouvaient dévaster le champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons donc jeter un œil aux super-armes médiévales qui semblent inventées, mais qui ne le sont pas. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Nous vous serions reconnaissants de laisser un commentaire et d'indiquer quelles autres armes militaires historiques vous souhaitez découvrir. Comme vous le verrez, nous avons une large gamme d'armes à vous présenter. Le feu et les navires en bois forment une combinaison dangereuse et personne ne le savait mieux que les Byzantins. Ils étaient les inventeurs du feu grégeois. Un mystérieux liquide inflammable qui était utilisé aussi bien lors des combats navals que terrestres. Le feu grégeois était projeté par un tuyau ou lancé sous forme de projectile et restait très difficile à éteindre. Un chrétien grec nommé Kallinikos est considéré comme l'inventeur du feu grégeois entre 668 et 678 de notre ère. Le mélange comprenait très probablement du pétrole ou de la naphte, ainsi que de la chaux vive, du soufre, de la résine et du nitrate de potassium. Mais les Byzantins ont gardé sa recette exacte secrète pour le reste du monde. Et pour cause. Le feu grégeois a permis aux Byzantins de se tailler un immense empire dans l'est de la Méditerranée, qui allait durer près de 800 ans de plus. Le feu grégeois est resté une arme puissante jusqu'au Moyen-Âge. Mais il a disparu des archives historiques après le sac de Constantinople par les croisés en 1204 de notre ère. On ignore si elle a été réutilisée, mais sa recette s'est aujourd'hui perdue. En 1452, l'Empire byzantin en déclin, dirigé par l'empereur Constantin XI, faisait face à une nouvelle menace. L'Empire ottoman émergent et son sultan de 21 ans, Mehmed II. Cette année-là, un mercenaire et ingénieur de siège hongrois nommé Orban s'est présenté à Constantin avec une offre. Fabriquer un énorme canon en bronze, ou bombarde, pour défendre la ville contre les Ottomans. Mais lorsque Constantin ne put pas payer le prix élevé demandé par Orban, celui-ci proposa ses plans à Mehmed. Les marchands d'armes, il faut les aimer. Quoi qu'il en soit, le canon qu'Orban construisit pour Mehmed fut qualifié de monstre terrifiant et extraordinaire. La bombarde d'Orban mesurait 27 pieds de long. Le canon était renforcé avec 8 pouces de bronze pour absorber l'explosion, et son diamètre était de 30 pouces. Il tirait un boulet de canon pesant jusqu'à 1500 livres et nécessitait 200 hommes et 60 bœufs pour le transporter. Lors du premier essai, le canon a tiré un projectile à plus d'1 mile, l'enfouissant à 2 mètres sous terre à l'atterrissage. Lorsque Mehmed a amené la bombarde au siège de Constantinople en 1405 en proie, ce canon massif était la pièce maîtresse d'un ensemble d'artillerie comprenant plus de 60 autres canons et de nombreux trébuchets. L'artillerie a détruit les murailles de Constantinople, permettant aux troupes de Mehmed de piller la ville, réputée la mieux défendue d'Europe médiévale. On suppose que Constantin a regretté de ne pas avoir eu l'argent pour cet achat. Un chevalier médiéval, en armure, pouvait être une force dévastatrice sur le champ de bataille, et leur image de guerrier redoutable est restée vivace dans l'imaginaire populaire. En réalité pourtant, un paysan muni d'un arc long pouvait leur causer bien des problèmes. Un arc long gallois, mesurait environ 6 pieds de long, était fabriqué en bois d'if et nécessitait presque le double de la force de traction d'un arc de chasse moderne pour tirer. C'était assez puissant pour percer certains types d'armures. En fait, après une rencontre avec un archer gallois vers 1300, un chevalier anglais a affirmé qu'il avait reçu une flèche qui avait traversé sa cuisse, protégée par une cotte de maille, puis avait pénétré sa selle et abattu son cheval. Très probablement, les Normands ont adopté l'arc long des Gallois après avoir conquis l'Angleterre en 1066. Si vous avez vu Braveheart, vous savez que le roi Édouard Ier les a utilisés assez efficacement contre William Wallace à la bataille de Falkirk en 1298 de notre ère. Et si vous connaissez votre Shakespeare, vous vous souvenez probablement que les archers d'Henri V ont submergé les Français lourdement armés à la bataille d'Azincourt en 1415 de notre ère. Comme les arcs longs étaient si efficaces et relativement peu coûteux à produire, ils sont également devenus l'épine dorsale de la défense de l'Angleterre sur son propre territoire. Le problème est qu'ils demandaient beaucoup d'entraînement et de compétences pour être efficaces. Des lois datant au moins du XIIIe siècle exigeaient que tout Anglais gagnant plus de 2 livres par an possède un arc long.
Et les hommes, jusqu'à l'âge de 60 ans, étaient censés savoir les utiliser. Les armes high-tech sont impressionnantes, mais parfois, il vaut mieux rester simple, et le brûlot infernal néerlandais était d'une simplicité dévastatrice. C'était en gros un navire rempli autant que possible de poudre à canon, conçu pour dériver vers une formation ennemie et exploser grâce à une mèche lente. Peu de brûlots infernaux furent construits, chacun contenant environ 3200 kg de poudre à canon. L'ingénieur militaire italien Federico Gimbelli a eu cette idée au début de la guerre de 80 ans entre l'Espagne et les Pays-Bas qui a commencé en 1568. Comme l'avait fait le constructeur de canons Orban un siècle plus tôt, Gimbelli a tenté de vendre son idée aux deux camps du conflit avant que les Néerlandais ne l'engagent. Si vous n'aimez pas les marchands d'armes, admirez-les. Gimbelli et les Néerlandais ont utilisé ces brûlots infernaux pour briser le siège espagnol d'Anvers en 1585. Cachés parmi 32 navires-leurres en flammes, 2 brûlots infernaux ont dérivé dans l'armada espagnole alors qu'elle était amarrée sur la rivière Escaut. Un seul a explosé, mais c'était largement suffisant. L'explosion a coûté la vie à plus de 1000 Espagnols et a pu être entendue jusqu'à 80 km à la ronde. Vu leur efficacité, on pourrait penser que les brûlots infernaux deviendraient rapidement très populaires. Mais ils étaient incroyablement coûteux à construire et furent rarement utilisés par la suite. Au Moyen-Âge, les souverains bâtissaient des châteaux fortifiés pour contrôler leurs terres et résister à des sièges longs, parfois de plusieurs années. Pour percer les murs des châteaux, les armées médiévales ont utilisé des trébuchets. Aujourd'hui, on confond souvent les trébuchets avec les catapultes, alors qu'ils sont en réalité un type précis de catapulte capable de lancer un projectile bien plus lourd. Souvent associés au Moyen-Âge à cause de la guerre de siège, ils sont en fait bien plus anciens. Les lanceurs de projectiles comme les trébuchets existent depuis plus de 2 millénaires. L'armée chinoise les utilisait dès le IVe siècle avant notre ère. Les armées arabes et byzantines les utilisaient déjà au VIe siècle de notre ère. Les armées croisées furent les premiers Européens à les voir de leurs propres yeux. Et apparemment, ils furent tellement impressionnés qu'ils rapportèrent la technologie en Europe au XIe siècle. Ces armes recevaient parfois des surnoms comme mauvais voisin, mauvaise relation et lanceur de pierre de Dieu. Un trébuchet utilise un bras de lancement avec un contrepoids pour projeter de gros objets sur de longues distances. Les premiers trébuchets européens comptaient sur la force humaine pour lancer leurs projectiles. Mais le trébuchet à contrepoids a éliminé le besoin de force humaine. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des mesures précises, les trébuchets médiévaux pouvaient apparemment lancer des projectiles pesant plus de 135 kg sur une distance de plus de 200 mètres. Ces armes pouvaient être utilisées pour lancer de lourdes pierres, des barils enflammés, les têtes décapitées des ennemis, et oui, même des vaches. Et vous pensiez que Monty Python plaisantait à ce sujet. Les trébuchets à contrepoids étaient l'artillerie de siège dominante jusqu'à l'apparition du canon au XVe siècle. Face à un ennemi plus nombreux, certaines armées médiévales utilisaient des technologies ingénieuses pour établir l'équilibre. C'est ainsi qu'est né le Go-Bukson coréen ou navire tortue. Le navire tortue, qui était basé sur un modèle antérieur, est attribué à l'amiral coréen Yi Sun-sin qui les a créés pour les utiliser contre les Japonais lors de la guerre de 7 ans qui s'est déroulée de 1592 à 1598 de notre ère. Le navire tortue était une version du Panoxéon, doté d'une coque extérieure pour plus de protection. Sa particularité principale était une grande tête de dragon sculptée à la proue. Celle-ci était suffisamment grande pour accueillir un canon, mais elles étaient surtout efficaces comme forme de guerre psychologique. Certains équipages des navires tortues brûlaient des substances toxiques dans la bouche des dragons pour répandre des fumées nocives sur l'ennemi. Une autre caractéristique majeure aurait été l'usage de plaques métalliques sur la coque. Les chercheurs modernes divergent sur l'usage de l'armure métallique, mais elle aurait protégé le navire des tirs ennemis et des abordages, les grappins ne pouvant percer le métal. Certains navires tortues étaient aussi munis de pointes métalliques. Les navires tortues constituaient la réponse coréenne aux tactiques de combat de navire à navire de la marine japonaise. Les commandants coréens faisaient ramer leurs navires tortues au centre des formations japonaises pour les perturber, puis leurs canons ouvraient le feu à courte portée. L'amiral Yi Sun-sin a repoussé la marine japonaise, et il est aujourd'hui considéré comme un héros national.
Les premiers chars métalliques furent employés au combat par la Grande-Bretagne lors de la bataille de Flers-Courcelette en 1916, durant la Première Guerre mondiale. Mais l'idée d'utiliser un véhicule blindé comme position d'attaque mobile sur un champ de bataille remonte jusqu'au chariot de guerre médiéval. Les Européens médiévaux n'ont pas non plus inventé le chariot de guerre. Une version chinoise, appelée le Wugangchua, était utilisée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais les premiers Européens à les utiliser avec grand succès furent les Hussites, une minorité religieuse bohémienne qui prônait les enseignements non orthodoxes de Jan Hus. Les Hussites ont mené une série de guerres contre l'Église catholique à partir de 1419. Les chariots de guerre hussites étaient faits de bois durci. Sur le champ de bataille, ils étaient disposés en formation circulaire pour créer une sorte de forteresse temporaire modulable. À l'intérieur des chariots, les archers pouvaient tirer des flèches à travers des ouvertures dans les parois, et des soldats armés de fléaux défendaient contre les soldats ennemis. Une fois que l'ennemi était en désordre, d'autres soldats et cavaliers sortaient des chariots et les submergeaient. Les Hussites utilisaient leurs chariots de guerre pour vaincre des armées plus grandes et mieux équipées. Bien qu'ils aient finalement perdu les guerres hussites, ils ont tout de même démontré l'efficacité du chariot de guerre. Le mot arme à feu est souvent associé au fusil, mais techniquement, une arme à feu est toute arme qui utilise de la poudre à canon pour lancer un projectile. Les armes à feu ont commencé à décider de l'issue des batailles européennes dès le XVIe siècle, alors que les Chinois les utilisaient déjà des siècles auparavant. La lance à feu chinoise était essentiellement une lance avec un feu d'artifice attaché à une extrémité. Une fois allumé, le feu d'artifice explosait et lançait soit un projectile, soit du poison sur l'ennemi. Elles étaient imprécises et n'atteignaient que halque-pied, mais restaient très dangereuses à courte distance. Les alchimistes chinois ont découvert la poudre à canon sous la dynastie Song, 960-1279, et l'ont vite utilisée pour créer des armes explosives. La lance à feu était utilisée dès 1150 de notre ère. Elles étaient particulièrement efficaces en défense, surtout pour défendre les murs des villes contre les assiégeants. Alors, qu'en penses-tu? Laquelle de ces super armes médiévales trouves-tu la plus impressionnante? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous et pendant que tu y es, jette un œil à certaines de nos autres vidéos sur notre histoire insolite.